Face à l'instabilité évidente du preneur d'otages, le procureur sait qu'il est sur la corde raide. C'est finalement une simple dispute entre deux enfants qui fait évoluer la situation. Mon premier ressenti, je me dis qu'on marche sur un volcan. Il a pensé à tout. Personne ne peut imaginer ce qu'il va arriver, mais nous espérons tous que le groupe d'enfants restants soit libéré. J'imagine pas une seconde que ça puisse être un de mes enfants qui a un problème. Je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. C'est la deuxième nuit, etc. Et il faudra à un moment donné mettre un terme à la prise d'otage, quoi. Pour une fois, on a une revendication qui semble claire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi la motivation profonde de cet individu? Comment négocier face à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre? Voici l'histoire d'une prise d'otage hors norme. Quand le jeudi 13 mai 1993, un homme se faisant appeler Human Bomb, bardé d'explosifs, s'enferme avec 21 enfants de 3 ans au fond d'une classe de maternelle. Chef d'intervention, procureur, psychiatre, responsable du raid mais aussi parent, il livre les dessous de près de 48 heures d'angoisse. Comment les forces de l'ordre ont-elles géré cette situation inédite autour d'un homme complexe, aux revendications floues? Quelles techniques les négociateurs ont-ils employées en réponse au comportement, parfois étrange, du preneur d'otages? C'est le député maire de Neuilly. Pour y répondre, Marouane Méry et Laurent Combalbert, deux négociateurs professionnels. En négociation, on appelle ça une demande de vitrine, une demande de façade. Le danger, c'est le passage à l'acte sur un événement complètement improbable. Face au danger, face à la peur, ils tentent de convaincre les négociateurs. Pardon pour cette interruption des programmes, mais un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Prise d'otage dans une école maternelle de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Une prise d'otage. 7 heures, rien de très précis. Pas encore l'heure précise du début de cette prise d'otage. Jeudi 13 mai 1993, 9h40. La directrice de l'établissement scolaire commandant Charcot de Neuilly-sur-Seine en banlieue parisienne vient de sonner l'alerte. Un mystérieux individu aurait pris en otage les 21 élèves d'une classe de maternelle et leur institutrice. C'est impensable. On n'accepte pas que des enfants dans notre société, les enfants sont sacralisés, on n'accepte pas que l'on puisse leur faire du mal. Et surtout dans une classe de maternelle. C'est un sanctuaire, une maternelle. Immédiatement, forces de l'ordre et unités de secours se rendent sur les lieux. On ignorait et on ne comprenait absolument pas de qui il s'agissait, de quoi il s'agissait. Sur le coup, on se demande un peu si c'est sérieux, mais on n'a pas d'autres informations. Et quand on arrive sur les lieux, on constate effectivement que c'est très sérieux. Parmi l'important dispositif policier, le groupe du RAID, l'unité d'élite de la police nationale, est mobilisé au plus près du preneur d'otages. Je me souviens être le premier à escalader le portail, qui ici était fermé, pour entrer dans l'école. Donc on s'approche pour voir, on essaie de recueillir un maximum d'informations. Et là, on arrive à voir qu'il y a des pannes dynamite posées au niveau des portes. Voilà, on arrive à voir qu'il a effectivement une musette sur lui à l'avant.
Donc là, il y a un état de stress. Là, on sait qu'on est sur le fil du rasoir. Les premières questions sont nombreuses. Qui est cet homme? Que veut-il? Comment sortir au plus vite les 21 enfants âgés de 3 à 4 ans? Je m'imagine la torture que ça peut être pour un parent de savoir que son petit bout de chou risque de mourir parce qu'un démon va faire sauter l'explosif. Ce sont des heures, des minutes, des secondes de torture. Informés par les premières annonces faites à la radio, les parents se pressent aux portes de l'école. La classe de Madame Laurent, c'est ça? Oui, alors vous venez. Juliette Bazin est la mère de Fleur, l'une des élèves de l'école. Arrivée sur place, elle qui n'a pas allumé la radio de la matinée, pense récupérer sa fille pour le déjeuner. J'arrive devant la sortie rue de la Ferme et c'est une émeute. Il y a des quantités de personnes qui hurlent, qui crient, enfin je comprends rien. Et à ce moment-là, je n'imagine pas une seconde ce qui peut se passer. J'imagine pas une seconde que ça puisse être un de mes enfants qui a un problème. Je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais la mère de famille apprend rapidement que sa fille et le reste des enfants de sa classe sont pris en otage. Moi je me dis, c'est pas possible. Je me suis vraiment mis dans une bulle et il ne peut rien arriver à ma fille. Ce n'est pas possible. Les forces de l'ordre se mettent en place. Autour de la classe, un groupe de snipers est positionné sur les toits des bâtiments extérieurs. Dans le couloir, une équipe d'intervention est prête à donner l'assaut. De l'autre côté, s'organise un QG regroupant négociateurs et représentants des autorités. Malgré les moyens déployés, la tâche s'annonce difficile. Le preneur d'otages a pris soin de tirer les rideaux des fenêtres donnant sur la cour. Il a également collé des dessins d'enfants sur les vitres de la classe, attenant au couloir. Mais surtout, il a communiqué aux autorités par l'intermédiaire de la directrice d'école des documents pour le moins glaçants. Dans une série de feuillets dactylographiés, il réclame une rançon de 100 millions de francs, soit l'équivalent aujourd'hui de près de 23 millions d'euros. Elle doit être livrée avant 16 heures, sans quoi les 21 petits otages perdront la vie. Des otages subiront un prélèvement sanguin, pratiqué avec ou sans assistance médicale, et avec un débit variable, pouvant conduire à de graves séquelles ou à la mort. Il avance également être armé d'une bombe. Je porte un sac rempli d'explosifs, capable de tout détruire autour de moi et de faire beaucoup de victimes grâce aux centaines de billes d'acier que j'ai rajoutées. L'auteur assure que son système est efficace à n'importe quel moment. Ma main gauche est reliée en permanence au déclencheur à pression ou à relâchement. Ainsi, même mortellement atteints, les détonateurs seraient automatiquement actionnés. Le texte est signé HB. On se rend compte en lisant ce texte que c'est relativement bien écrit, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est même rigide. Laurent Combalbert et Marwan Méry sont négociateurs professionnels. Analyse du comportement, moyens logistiques, leur arme est celle de l'échange et de la communication. On voit qu'il commence en annonçant que la sécurité des enfants est en danger. Et donc il pose tout de suite le décor, il annonce la menace immédiatement. Donc il est très professionnel, il est très carré. L'homme décide de communiquer par écrit, donc on comprend que c'est théâtralisé. On comprend également que c'est prémédité. C'est pas l'acte d'un individu fou, c'est pas un excès de colère ou quoi que ce soit. Au-delà de la menace, le système explosif avancé est au cœur des interrogations. Car si le preneur d'otages dit vrai, il empêche toute forme de tentative. Le dispositif qu'il utilise est très malin. Il est très malin parce qu'il lui permet deux choses. De décider de déclencher l'explosion en appuyant sur un bouton, donc un système à pression, mais dès lors qu'il n'est plus seul dans la classe, il se protège en ayant un système à relâchement. Suzanne Williams est chef de l'unité des gestions de crise à Scotland Yard. Elle a étudié le cas de cette prise d'otage unique.
C'est le système dit de l'homme mort. Si la main qui est en permanence en appui sur le bouton est relevée, ça explose. À première vue, amateur, ce système est tout à fait capable de fonctionner. Sur cette archive montrant la console de commande fabriquée par le preneur d'otages, un interrupteur rouge se distingue très nettement du reste. Il lui permet de switcher entre les deux positions, pression ou relâchement. Donc là, on réalise de la difficulté, de la grande difficulté de le neutraliser, quoi. La menace sur les enfants est son unique moyen de pression. Mais le fait qu'il ait cette ceinture d'explosifs et qu'il veuille éventuellement en finir avec les enfants rend cette menace encore plus grave. Jean-Claude Borel-Garin est le numéro 2 du raid à l'époque. Quand les premières informations lui parviennent, il réalise l'extrême difficulté de la situation. Mon premier ressenti, je me dis qu'on marche sur un volcan. Il a pensé à tout. Il a pensé à tout. Donc on sait qu'on a affaire à quelqu'un de très dangereux. Il n'y a pas d'autre choix que d'entrer en contact avec le preneur d'otages. Mais aborder ce type d'individu sans risquer un drame est un travail particulièrement difficile. « 11h30. Aux abords de la maternelle, c'est la cohue entre les familles, les médias et les badauds. Que va-t-il se passer pour les 21 enfants et leur institutrice? De l'autre côté des grilles, les équipes s'apprêtent à approcher pour la première fois le preneur d'otages. Michel Marie est négociateur au RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Après s'être présenté oralement derrière la porte, le preneur d'otages le laisse entrer. Il est le premier à pénétrer dans la salle de classe. C'est très simple. À ma gauche, HB donc, est tout vêtu de noir, donc impossible de distinguer qui il est. On voit simplement ses yeux. Mais surtout, ce que je vois, c'est son sac. Et dans son sac, je vois visiblement, de manière très nette, je vois des fils qui arrivent et des dominos, mais sans plus. Je ne sais pas où les fils vont, mais je vois des fils. Le négociateur mémorise le plan de la classe. Au fond à gauche, le preneur d'otages est rangé derrière une série de fils électriques. De l'autre côté, séparés par une petite armoire, l'institutrice et les enfants jouent sur de petits matelas. Une fois les lieux examinés, le négociateur tente d'instaurer le dialogue. J'essaye de parler avec HB qui me fait signe qu'il ne veut pas parler et que je n'ai qu'une chose à faire, c'est sortir. Et donc je lui dis, je vais quitter la salle, je vais revenir dans quelques minutes avec un téléphone que je vais installer pour que l'institutrice puisse faire le relais. Et je ne lui ai pas demandé ni oui ni non, je n'ai pas attendu son avis, je suis parti. Pour Michel Marie, c'est l'occasion de placer un mouchard dans la salle de classe via le combiné du téléphone. Donc je refrappe, même procédure, j'ouvre la porte, je me présente, enfin représente du moins, et je dépose le téléphone de l'institutrice. Et à ce moment-là, les négociations vont vraiment démarrer. Cette incursion du négociateur dans la salle de classe ouvre désormais le champ des possibles. Mais le travail d'approche va s'avérer beaucoup plus long et compliqué qu'il ne l'avait imaginé. Midi. Le mouchard installé dans le téléphone permet d'entendre les enfants jouer, encadrés par leur institutrice, qui semble maîtriser son stress. En revanche, il ne dit rien à propos du ravisseur. Comme depuis le départ, HB ne s'exprime pas. Moi, mon rôle, c'est d'essayer d'apprécier le niveau réel de danger de la situation, parce que pour une fois, on a une revendication
qui semble clair, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi la motivation profonde de cet individu? Pour le savoir, Michel Marie et ses équipes n'ont d'autre choix que de revenir au contact d'HB. La tâche est confiée au responsable du raid, Louis Bayon. Et lorsque ce dernier entre dans la classe, le preneur d'otages se montre soudainement plus loquace. Il veut une radio et une télévision pour savoir comment est relatée l'information par les médias. Une aubaine pour le policier qui répond favorablement à ses exigences. Mais en contrepartie, il veut que les enfants soient libérés. Si le preneur d'otage souhaite quelque chose et qu'on peut le lui donner, on lui donne. La meilleure option est de pouvoir le faire dans le cadre d'un échange. Ici, évidemment, la meilleure option, c'est les enfants. C'est ce qu'on appelle le principe de résistance en négociation. Pour valoriser ce qu'on peut donner, il faut créer de la résistance. Parce que si le preneur d'otage peut obtenir tout ce qu'il veut simplement en demandant, évidemment, ça va augmenter son niveau d'exigence. Le principe de résistance vaut non seulement pour tous les preneurs d'otages, mais pour toutes les négociations, quelles qu'elles soient. Et on va tester justement sa capacité à accepter de donner une contrepartie quand on fait une concession. Mais les négociateurs le savent, le principe de résistance est une arme à double tranchant. Elle peut très bien se retourner contre eux si la demande est mal formulée et que le preneur d'otage se sent agressé. Sophie Baron-Laforêt assiste les négociateurs. Psychiatre spécialisée dans les profils criminels, elle préconise d'aborder l'individu avec tact. On ne négocie pas avec quelqu'un qui est en position haute, ou on n'aborde pas quelqu'un qui a besoin d'être rassuré de la même façon que quelqu'un qui est au bord par moment de s'effondrer, il va falloir le remonter. Là, on va être prudent. On va d'abord essayer de, entre guillemets, de flatter, de ne pas le menacer sur cette position toute puissante. En négociation, il faut dissocier deux choses, l'assertivité et l'agressivité. On se doit d'être assertif en négociation, c'est-à-dire d'être en mesure de défendre ses opinions, ses valeurs, l'institution qu'on peut représenter, tout en respectant les positions de la partie adverse. La technique porte ses fruits. En l'espace d'une heure, le chef du raid parvient à extraire 10 enfants. Vous êtes soulagé? Oh, je suis complètement crevée. Ils ne sont désormais plus que 11 à l'intérieur. 11 enfants qu'il faut extraire de la classe au plus vite, car le principe de résistance ne dure qu'un temps. Et le preneur d'otages pourrait bientôt ne plus vouloir céder face aux demandes de la police. « 13 heures. En seulement 3 heures, la maternelle est devenue le centre du monde. Devant les grilles de l'établissement, la masse de journalistes français et internationaux n'en finit plus de s'étendre. Deux questions tournent en boucle. Qui est le preneur d'otages? Va-t-on pouvoir sauver le reste des enfants? Alan Riding est journaliste correspondant à Paris. Il couvre l'événement pour le New York Times. Cela pourrait arriver n'importe où, tout le monde se sentirait concerné. Sur place, il y avait CNN et de nombreuses autres télés internationales. Vous savez, si un fou se rendait dans un jardin d'enfants à Tokyo, ce serait la même chose. Le fait que ce soit des enfants change tout. Au même instant, à l'intérieur de l'école, un père de famille s'apprête à rencontrer HB. Il vient d'être appelé par les négociateurs qui cherchent à jouer sur les sentiments du preneur d'otages. Ce père de famille, c'est lui, Pierre Narboni. Il se rappelle de ce moment suspendu alors qu'il entre dans la classe de son fils, Lucas. Je suis à l'intérieur, il fait nuit noire, donc il me faut un certain temps avant de m'habituer à ce peu de lumière.
Et le patron du RAID dit au preneur d'otages, voilà, je te présente Pierre Narboni, c'est le père d'un des enfants qui est là, c'est le père de Lucas. Il voulait te parler. Alors vous dire ce que je lui ai dit exactement, les mots ne me reviennent pas parce que je pense qu'il n'y avait pas un mot que je pensais. C'était automatique, je suis venu récupérer mon fils, si vous voulez prenez-moi à sa place. Enfin, j'ai dit un peu n'importe quoi. Je continue moi à lui parler un peu plus fort, je hausse un petit peu le ton pour que mon fils m'entende. Mon fils m'entend, dit « Papa », passe sous un bureau et vient vers moi et se met dans mes bras. HB ne montre aucune réaction. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il laisse Pierre Narboni et son fils quitter la salle de classe. La sortie du petit Lucas porte à 11 le nombre d'enfants sauvés des griffes du preneur d'otages. Mais l'heure tourne et la rançon demandée pour 16 heures n'est toujours pas réunie. Il ne faut prendre aucun risque. Alors les négociateurs vont abattre une de leurs cartes maîtresses. « 13h30. 4 heures maintenant que la prise d'otage a commencé. C'est un négociateur un peu particulier qui se présente à la maternelle de Neuilly. Face à l'urgence de la situation, il ne s'attarde pas devant les journalistes, postés devant les grilles de l'école. En fin de matinée, on voit arriver le maire de Neuilly, qui était également ministre du budget, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy arrive, il sort de sa voiture et il va immédiatement à l'intérieur de l'établissement, un peu comme les policiers du RAID, sans nous dire un mot. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy sera présenté à HB. En tant que maire de Neuilly-sur-Seine et ministre de l'économie, il doit prouver aux preneurs d'otages que sa demande de rançon est prise très au sérieux. Faire rentrer un homme politique connu dans cette négociation, ça valorise le preneur d'otages. C'est-à-dire qu'il a le droit de parler à quelqu'un qui est important et il a le droit de parler à quelqu'un dont il peut supposer qu'il a le pouvoir de décision. Donc faire rentrer Sarkozy élève un petit peu le niveau de risque s'il était perçu comme décideur, mais ça valorise le preneur d'otages et ça lui montre que la situation est prise au sérieux par les plus hautes autorités de l'État. Mais le jeune politique de 38 ans n'a encore jamais connu une telle situation de crise. Et pour les négociateurs, il peut être un atout autant qu'un inconvénient. L'inquiétude, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se substitue au négociateur et que quand on ne connaît pas la négociation, on peut semer plus de pagaille qu'autre chose. C'est une stratégie risquée qui devrait se baser sur la motivation du preneur d'otages. Est-ce lui qui a demandé le politique à venir ou le politique qui le fait à des fins personnelles? Ce devrait être la première question. Comment placer M. Sarkozy? La difficulté, c'est quand on ne respecte plus les positions de la partie adverse, on peut devenir agressif. Le risque, évidemment, c'est que ça provoque de la frustration auprès du preneur d'otages, que ça cristallise les tensions et qu'il cherche lui-même à rétablir la situation, notamment en s'en prenant aux enfants. 14h49. L'homme politique entre dans la classe. Il est immédiatement reconnu par le preneur d'otages qui l'invite à livrer au plus vite la rançon. Voici des extraits de leurs échanges. 100 millions, vous voulez dire 10 milliards anciens? Oui. 10 milliards anciens, c'est un camion entier. Il faut 48 heures pour réunir cette somme-là, moi je ne peux pas. Ne me demandez pas ce que je ne peux pas vous donner. Si je le pouvais, je vous en donnerais le triple. Comment vous allez faire pour les transporter? Dans ce que Nicolas Sarkozy met en œuvre, on sent qu'il est motivé, on sent que bien sûr il veut sauver les enfants, mais elles empêchent la création de l'échange et ça peut pousser aussi un preneur d'otages à stopper la relation, par exemple, quand il ne se sent pas écouté, ou à montrer son rapport de force pour arrêter ce type d'échange. En s'exprimant de cette façon, le ministre fait un pari risqué. Mais HB l'écoute. Mieux, Nicolas Sarkozy sent qu'il peut en appeler au principe de résistance en réclamant la libération d'enfants. Bon, je vous en supplie, donnez-moi un gosse. Oui, ça prouvera que vous êtes quelqu'un de bien.
Nicolas Sarkozy obtient la libération de 2 enfants à la seule force des mots et des arguments. L'homme politique parvient aussi à faire reculer d'1 heure l'ultimatum. Mais cette petite victoire va bientôt être perturbée par un nouvel élément provenant des enfants. « 15h30. 8 enfants restent encore aux mains du preneur d'otages. Mais ce dernier perçoit qu'après 6 heures retenues dans la classe, il va être difficile de les tenir. Il demande alors le recours d'une femme pédiatre. Les négociateurs s'exécutent et font la demande au directeur des services médicaux sur place, Claude Fuyat. Je propose au chef du RAID de faire venir la seule femme qui, à l'époque, qui était chez de Paris, qui s'appelle Evelyne Lambert, qui n'était pas de garde ce jour-là. Et je lui dis, on va l'appeler, elle va venir. Mais problème, le docteur Lambert ne répond pas immédiatement. Il faut pourtant satisfaire rapidement la demande du preneur d'otages. Du coup, le docteur Ferracci, qui est du SAMU 92, qui assiste à la discussion, dit moi je veux bien y aller, ça ne me dérange pas de prendre des risques. Et donc, d'un commun accord, Catherine Ferracci, médecin du SAMU, rentre dans la classe avec le preneur d'otages. Catherine Ferracci est médecin. En attendant Evelyne Lambert, c'est elle qui est désignée pour assister l'institutrice et ses enfants. J'ai vu une scène où il y avait dans un coin une institutrice qui commençait à être vraiment épuisée. Et puis une flopée de petits-enfants qui étaient dans un état de désordre total et de saleté totale. Et de, voilà, c'était... Et puis de l'autre côté d'une bibliothèque, enfin, d'étagère, cet homme qui était tout en noir et très, très en retrait. Mon premier réflexe a été de me dire que cette espèce d'ébullition des gamins, voilà, et qui crée une tension totale, et puis pour eux, n'était pas très gérable, et qu'on allait essayer de cadrer ça un petit peu avec des mesures techniques. Des mesures sanitaires avant tout, car les petits otages n'ont toujours pas été aux toilettes. En usant de ses compétences, le médecin parvient à calmer la tension chez le preneur d'otages. Il y a 2 images complètement opposées qui se font face. Mais c'est pas violent. Enfin, oui, c'est violent symboliquement, mais c'est pas violent physiquement. Du coup, ça permet quand même de garder une distance et de mettre chaque chose à sa place. 18h15. Alors qu'elle continue de s'occuper des enfants, Catherine Ferracci assiste au retour de Nicolas Sarkozy. Et ce dernier n'est pas venu les mains vides. Il porte avec lui 2 sacs remplis de billets qui contiendraient 10 millions de francs, soit 10% de la rançon réclamée. Le ministre de l'économie promet qu'il fait tout pour réunir la somme espérée. En attendant, et contre toute attente, il présente 1000 francs au preneur d'otages contre la libération d'un 14e enfant, ce qu'il accepte. Il lâche un enfant contre une somme relativement modique par rapport à sa demande initiale. Avec cette réaction, le preneur d'otages vient de donner au négociateur un indice précieux. La rançon des 100 millions de francs ne serait qu'un prétexte. En négociation, on appelle ça une demande de vitrine, une demande de façade. Notre métier en tant que négociateur, du coup, c'est de comprendre l'enjeu véritable et de trouver une solution au niveau de l'enjeu. Et si son acte fou était le fruit d'un manque de reconnaissance? C'est en tout cas la piste qu'envisagent désormais les psychiatres. Car ce que les négociateurs remarquent, c'est que le preneur d'otages écoute avec attention les informations diffusées dans les médias. C'est un besoin de contrôle. C'est-à-dire, je veux savoir, je m'intéresse à ce qui se passe dehors, comment on me regarde, avec le côté bien connu aujourd'hui narcissique, et à la fois, je veux savoir, et je vous contrôle. C'est moi qui contrôle, il dit. Ok. Il semblerait qu'il fasse tout cela pour la notoriété. C'est typique d'un syndrome appelé le syndrome d'Hérostrate, qui voit son origine dans l'histoire d'Hérostrate. Cet homme grec brûla le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde, pour la seule raison qu'il désirait se faire connaître. Il voulait être célèbre, et commettre ce crime était pour lui l'unique moyen d'y arriver.
Et justement à 19 h, l'occasion se présente de donner à HB ce qu'il désire. Il réclame la présence d'un journaliste de TF1. Une nouvelle fois, les négociateurs doivent se plier à sa demande de peur que l'homme, irritable, ne passe à l'acte. Parmi la foule de journalistes présents à l'extérieur, Jean-Pierre Abou, grand reporter pour la première chaîne de France, est choisi par les négociateurs. Depuis le matin, on est en planque devant cette école, on n'a aucune information, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et d'un seul coup, je me retrouve au cœur même de l'événement. De quoi retourne cette nouvelle demande? Les négociateurs n'en ont aucune idée, pas plus que le journaliste qui s'engouffre maintenant dans la salle de classe. Un moment qu'il n'oubliera jamais. J'ai couvert énormément d'événements dans ma vie, des guerres, des tas de choses, mais cette image me marquera toute ma vie. Parce que imaginez quand même qu'il y a des enfants qui sont en train de chanter pendant ce temps-là, des enfants de 3 ans qui risquent tous de mourir s'il y a une explosion. Donc j'ai quand même une responsabilité énorme quoi, devant cet individu. Le journaliste de TF1 ne dit pas un mot et laisse HB s'exprimer. Ce monsieur commence à sortir plein de papiers de sa musette et m'explique que s'il m'a fait venir, s'il m'a convoqué en quelque sorte, c'est parce qu'il en a marre depuis le matin d'entendre les journalistes raconter des conneries. Il me sort une photocopie d'un journal du dimanche de la semaine d'avant où il y avait eu une explosion dans un parking de Neuilly. Et il m'explique que cette explosion dans ce parking de Neuilly, c'était lui qui l'avait provoquée pour bien montrer aux policiers qu'il savait manier de véritables explosifs. Et il avait signé cette explosion dans ce parking de Neuilly d'initiales HB. Effectivement, les négociateurs savent qu'il y a 5 jours, une explosion dans un parking revendiqué HB a bien eu lieu. Il n'y avait eu aucune victime, mais les dégâts matériels avaient été suffisamment importants pour que l'événement soit relaté dans le journal. Seulement ce qu'ils ne savaient pas, c'était la signification de ces initiales. Quand j'ai demandé que signifie HB, il m'expliquait que c'était Human Bomb, que c'était transformé en une bombe humaine en quelque sorte, et que les explosifs étaient de vrais explosifs et qu'il n'hésiterait pas à les faire sauter. Human Bomb, littéralement la bombe humaine. Très très vite, le sentiment que j'ai dans cette affaire, c'est qu'on est face à ce qu'on appelle un suicide par procuration. Les Américains, ils appellent ça suicide by proxy. Ça veut dire que j'ai envie de me suicider, mais je ne vais pas le faire tout seul, je vais attendre que la police s'en charge, et j'ai surtout envie qu'on parle de moi. 20 h. Au sortir de son entrevue avec HB, le journaliste s'apprête à réaliser son duplex au Journal du Soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, cette prise d'otage qui a lieu depuis ce matin à l'école Commandant Charcot de Neuilly. Jusqu'à présent, nous savions très peu de choses, mais tout à l'heure, l'un de nos reporters, Jean-Pierre Abou, a été invité à pénétrer à l'intérieur de l'école par le preneur d'otage. Jean-Pierre Abou se sait regardé par la France entière, mais surtout par l'homme qu'il vient de rencontrer. Quand je faisais mon direct, j'avoue que là, j'ai eu très très peur. Parce que comme il sait que les caméras de TF1 sont juste en face de l'école, il peut être tenté de tout faire sauter pour terminer en beauté, en quelque sorte, pour faire une grande explosion et faire un suicide qui soit vu par 12 millions de téléspectateurs. Le preneur d'otage m'a alors dit qu'il m'avait convoqué pour que, dans le journal de 20 h, je puisse bien préciser que sa seule revendication était une revendication financière. Il ne peut y avoir aucune intervention qui risquerait d'énerver le preneur d'otage. C'est là que j'ai eu peur. Là j'ai eu très très peur. Avec son intervention, Jean-Pierre Abou parvient à calmer le jeu, mais seulement pour un temps. À 21 h 40, HB renouvelle sa demande de rançon après qu'un nouveau sac lui a été livré. Remettez tout dans le sac. J'en veux pas, je veux voir Monsieur Sarkozy. Le ministre de l'économie est sur place. Il se présente sur le champ. Il y a combien dans ce sac, monsieur? Pardon? Il y a combien dans ce sac?
Je l'ai reçu de la banque. Il y a 25 millions. Il y a 1 815 000 francs dans votre sac. Je vous ai dit, 100 millions, c'est pas en mon pouvoir. Vous m'avez demandé des devises, il y a 3 sacs qui sont là, pleins. On lui donne pas ce qu'il veut parce que si on lui donnait ce qu'il veut, ça veut dire qu'il va falloir lui donner de l'argent et le laisser sortir. Et donc on va avoir une dispersion de la crise parce qu'il va certainement emmener les enfants avec lui. Donc on essaie de l'amener à considérer que c'est pas facile parce qu'on n'est pas les seuls à décider, parce qu'il y a des autorités à mettre en branle, parce qu'il faut trouver l'argent. Et ça permet de reporter la responsabilité du délai dans la remise de la rançon, non plus sur le négociateur ou sur le décideur qui est présent, mais sur d'autres autorités qui, elles, ne sont pas présentes et avec lesquelles on va devoir négocier en dehors de cette situation pour obtenir qu'on amène la rançon et pouvoir la donner au preneur d'otage. On va réussir à lui faire comprendre sans pour autant lui faire perdre la face et sans lui dire non textuellement. C'est toute la difficulté, mais c'est le rôle du négociateur. Après cette troisième entrevue avec HB, Nicolas Sarkozy parvient une nouvelle fois à sortir un enfant, ce qui porte désormais à 15 le nombre d'élèves sauvés et donc à 6 le nombre d'otages encore dans la classe. Seulement voilà ce choix tactique a ses limites. À 1h27 du matin, après une nouvelle livraison de sacs, HB réalise qu'il possède en réalité 5 millions de francs, soit l'équivalent aujourd'hui de 530 000 €. C'est 20 fois moins que la rançon exigée. C'est tout le côté négatif de la politique des petits pas. Obtenir un enfant contre un petit peu d'argent, contre une télé, c'est qu'à un moment donné, il va considérer qu'on le prend pour un imbécile. Il va se dire, ça fait des heures qu'on discute, j'ai lâché des enfants, vous ne me donnez pas grand-chose, stop, on arrête de discuter, maintenant mon exigence c'est celle-là, soit vous me donnez ça, soit on arrête tout. Vendredi 14 mai, 10h du matin. Après 24 heures de prise d'otage, 6 enfants restent encore à sauver. Mais HB ne veut plus communiquer avec l'extérieur. Pire, avec le mouchard installé dans le téléphone, les négociateurs détectent chez lui les premiers symptômes d'une fatigue avancée, tension, irritabilité et comportement instable avec les enfants. À tout moment maintenant, tout peut déraper parce que le preneur d'otage n'est plus maître de sa raison. La phobie, la peur, des hallucinations peuvent prendre le contrôle dessus. Le danger, c'est le passage à l'acte sur un événement complètement improbable. Un bruit dans un couloir, quelqu'un qui fait tomber une tasse de café ou un verre, et il pourrait imaginer que c'est l'assaut qui se déclenche et passer à l'acte en quelques secondes. Donc ça, c'est un risque très fort d'avoir une accélération du processus et un passage à l'acte complètement imprévisible. Michel Marie, le négociateur principal, constate que ses marges de manœuvre sont quasi réduites à néant. On va droit dans le mur. On ne peut pas intervenir, parce que si on intervient de manière violente, on risque que ça finisse par exploser. On est dans une situation où on est bloqué. Il reste pourtant une dernière lueur d'espoir. Une seule. Jouer carte sur table avec le preneur d'otages, lui faire comprendre que la prison est la seule solution possible et que s'il se comporte bien, ses conditions de détention pourront être aménagées. Pour les négociateurs, il n'y a qu'un homme pour assumer ce rôle, Pierre Lioncan, le procureur de la République des Hauts-de-Seine. Déjà sur place, il est convié à rejoindre HB dans ce moment particulièrement tendu de la négociation. Le moindre mot qui serait mal reçu pourrait l'amener à ouvrir sa main, tout simplement. Moi, je ne suis protégé que par le fait que sa main est fermée. Mon dialogue commence par essayer de lui faire prendre conscience de la réalité de la situation. La seule issue possible est qu'il doit aller en prison. Mais HB s'inquiète du moment de sa sortie. Comme il a toujours peur qu'on lui tire dessus, je lui dis, mais moi je suis prêt à vous protéger, on ne me tirera pas sur moi, donc si je me mets en intermédiaire entre les policiers et vous, vous ne risquez rien. À cet instant, tout le monde pense que la négociation va bientôt aboutir. Mais HB va se montrer de plus en plus incontrôlable. « 15h15 », l'entretien entre HB et le procureur se poursuit.
quand soudain tout bascule. Avec la fatigue, le preneur d'otages est pris d'hallucinations. Il commence par me dire « je sais qu'on va me tuer » et d'ailleurs je vois derrière cette affiche quelque chose qui remue, c'est sûrement des gens qui veulent me tirer dessus. J'arrache l'affiche qui était au mur, il voit que le mur n'est pas modifié, qu'il n'y a personne qui soit prêt à lui tirer dessus par l'intermédiaire de cet endroit. Face à l'instabilité évidente du preneur d'otages, le procureur sait qu'il est sur la corde raide. C'est finalement une simple dispute entre deux enfants qui fait évoluer la situation. Le preneur d'otages leur dit « bon, c'est pas grave, va », et il lui tapote la joue de l'enfant, très gentiment et sur un ton très chaleureux et très amical. Ce qui me permet à moi de réagir immédiatement en lui disant « vous ne pouvez pas vouloir la mort de ces enfants puisque vous leur parlez sur ce ton ». Et je sens que là, j'ai touché quelque chose. Il baisse la tête et il prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son attitude et dans ses menaces. HB souhaite rassurer les parents en leur permettant de voir leurs enfants. Il demande à ce qu'une caméra soit installée dans la classe. 16 h, fort des 5 millions qu'il a en sa possession, HB a pris sa décision. Il ne se rendra pas. Il veut quitter l'école accompagné d'un enfant et de ses parents afin que les forces de l'ordre ne tentent rien. Pour les négociateurs, il y a peut-être là une opportunité à saisir. C'est Juliette Bazin, la mère de famille dont la petite Fleur est toujours à l'intérieur, qui est choisie. Elle doit prendre part à un scénario où elle s'en va rejoindre sa fille sous escorte, un peu particulière. Donc ils m'ont expliqué que ça ne serait pas mon mari, mais c'était un policier qui ressemblait un peu à mon mari, qu'il fallait que ça soit forcément un parent parce que l'enfant, il allait reconnaître sa mère par un policier du raid, mais que tout allait très bien se passer, que j'allais aller dans la classe, récupérer mon enfant, sortir avec le preneur d'otages, qu'on allait mettre dans une voiture, mais que de toutes les façons, il n'aurait pas le temps de sortir de la voiture, que tout irait très bien. Là, j'ai eu peur. Est-ce que je vais être capable de faire ça, surtout ? Est-ce que je vais être capable de marcher droit avec ma fille dans les bras et un type cagoulé avec un pistolet sur la tempe? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? La seule condition des négociateurs, que le preneur d'otages quitte sa ceinture d'explosifs avant de sortir, ce à quoi il s'oppose catégoriquement. Une nouvelle fois, les négociateurs sont dans l'impasse. On se rend bien compte qu'on n'arrive pas à négocier. Parce qu'il est faux de croire que toutes les situations sont négociables. Il y a des situations qui ne sont pas négociables. On commence à se dire, on va décider de donner l'assaut parce que la pression est trop forte, le temps commence à s'allonger, l'ultimatum est présent et le risque de passage à l'acte augmente. 23 h. L'intervention est désormais inéluctable. Un plan est alors imaginé par les négociateurs. Il s'appuie sur la fatigue du preneur d'otages et sur la présence d'Evelyne Lambert, restée à l'intérieur de la classe. Quand HB tombera de fatigue, Evelyne Lambert invitera les enfants à se placer près du bureau. Une fois prête, elle fera un signe discret à la caméra, ce qui déclenchera l'intervention. Reste à savoir comment les hommes du raid devront agir dans la classe. Il y a 3 options. On évacue les enfants discrètement, on évacue les enfants pendant qu'une équipe le fixe, ou alors on rentre, on le neutralise, et ensuite on évacue les enfants. Pendant que l'équipe du raid se décide, négociateurs et psychiatres veulent s'assurer qu'HB dormira bien durant l'opération. Pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que le somnifère. Il pourrait être introduit au seul produit venant de l'extérieur que le preneur d'otages accepte de consommer. Human Bomb a amené sa nourriture, mais il boit du café. L'option de l'endormissement, en mettant des produits spécifiques dans son café, ça ne va pas le faire dormir instantanément, mais ça va accélérer le fait qu'il va pouvoir sombrer dans le sommeil. Donc ça, c'est un élément intéressant parce que ça va laisser du temps pour le voir décliner tout doucement et se dire à un moment donné, là il dort, on peut déclencher l'intervention.
Sur le papier, le plan est redoutablement efficace, mais il comporte tout de même des risques. Quand l'institutrice ou le médecin capitaine apporte du café, il boit avec elle, mais il demande à ce qu'elle goûte auparavant. Evelyne Lambert pourrait donc elle aussi tomber sous l'effet du sédatif. Mais il y a un risque encore plus grand, qu'une fois son café avalé, HB réalise le subterfuge. Imaginons que cet homme-là ait été traité ou été hospitalisé contre son gré, ce qu'on ne sait pas, hein, et donc soit remonté contre les traitements comme le sont beaucoup de gens qui se sentent dupés. On déclenche exactement ce qu'on ne veut pas. S'il réalise qu'il est manipulé, le risque, c'est que la confiance se brise et qu'à tout moment, en fait, pour restaurer la situation, il s'en prenne directement aux enfants. Le plan est perfectible, mais il peut mener à une victoire. D'autant que les hommes du raid savent désormais parfaitement comment opérer une fois dans la classe. 2 équipes seront mobilisées. La première, constituée de 6 hommes, entrera par la porte du fond et récupérera un à un les enfants. La deuxième entrera par la porte principale donnant sur le couloir et se dirigera droit vers HB pour le neutraliser. Le dispositif qui est mis en place, à savoir une équipe d'évacuation qui va exfiltrer les élèves pendant qu'un binôme va protéger l'opération en envisageant que Human Bond se réveille, c'est le meilleur dispositif. Parce qu'évidemment, la priorité, c'est les enfants. Il faut les faire sortir le plus vite possible. S'ils devaient passer à l'acte, il faut faire en sorte que les enfants ne soient plus là. Personne ne peut imaginer ce qu'il va arriver. Mais nous espérons tous que le groupe d'enfants restant soit libéré. Et bien sûr, nous espérons la neutralisation du preneur d'otages. Reste à attendre qu'HB s'endorme. Une heure, 2 heures, 3 heures du matin. Dans la salle de classe, comme du côté des négociateurs, rien ne se passe. Quand tout à coup, à 4h20 du matin, HB demande du café. Le plan se met en place. 4h50, HB trempe ses lèvres dans le café qui lui a été servi. Impossible de savoir s'il en a bu suffisamment. 5h55, il se lève et vérifie ses installations. 6h27, Evelyne Lambert constate qu'il s'endort, mais pour être sûr qu'il ne bluffe pas, le réveille. Puis à 7h, HB s'endort à nouveau. Evelyne Lambert va faire du bruit, bouger les tables. Elle va réveiller les enfants. Elle va les positionner dans un coin de la pièce. Elle vérifie si HB dort. Visiblement, il a l'air endormi. Et à ce moment-là, elle se présente devant notre caméra et déboutonne sa blouse. C'est le top départ. Il est 7h28. Les hommes du raid pénètrent des 2 côtés de la pièce. Alors qu'HB semble plongé dans le sommeil, ils parviennent à récupérer les enfants, tandis que le preneur d'otages est surveillé de près. Et là, il y a un instant court où on serait dit, on attend qu'il se passe quelque chose, et rien ne se passe. Et à l'issue de ce moment-là, on sait qu'on a réussi à sauver les enfants, mais que malheureusement, on a été obligé de tuer un homme. HB vient d'être abattu. Au cours de l'opération, un bruit aurait en effet surgi dans la classe et menacé de le réveiller. Les hommes du raid n'auraient pas eu d'autre choix que de l'abattre. Pour avoir géré de très nombreuses situations de crise, c'est très compliqué de post-rationaliser. On peut évidemment réinterpréter le passé comme on le souhaite. Maintenant, ce qui est important, c'est de considérer le risque sur les enfants. À partir du moment où Human Bomb ouvre l'œil, si on considère que le danger est trop important pour les enfants, c'est une décision qui doit être prise. Là, la décision qui est prise, on peut peut-être considérer que c'était la meilleure solution si le risque était trop important. Samedi 15 mai 1993. Après 48 heures de négociations,
la prise d'otage de la maternelle de Neuilly-sur-Seine est terminée. Derrière les grilles, les caméras filment les enfants rescapés, encore dans les bras des hommes du raid. C'est une victoire pour ceux qui ont participé à l'opération, bien qu'il faille en tirer des leçons. Si tous les otages ont été sauvés, il y a quand même des écueils qu'il faut considérer. Quand vous reprenez ce qui s'est passé, c'était un peu la foire d'empoigne, dans le sens où de nombreuses personnes sont rentrées et sorties de la salle de classe. On imagine clairement le danger qu'elles pouvaient prendre. Donc ça, c'est des situations qu'on ne revivra plus, évidemment, de nos jours, parce que maintenant, il y a un confinement. La négociation, le rôle, c'est d'établir le contact, et on ne change pas de négociateur quand bon nous semble. La relève de négociateur, elle s'établit. Avec sa mort, le passé d'HB a été révélé. Human Bomb s'appelait en réalité Eric Schmitt. Un homme sans histoire particulière, mais qui, rongé par des soucis d'argent, avait dû retourner vivre chez ses parents près de Béziers. On avait souvent tendance à considérer que la gestion de ce type de situation, c'était face à des criminels endurcis ou à des terroristes. Et on s'aperçoit au début des années 90 qu'il y a de plus en plus de cas de retranchement, de forcenés, de preneurs d'otages, qui sont des monsieur et madame tout le monde, des gens qu'on pourrait croiser dans la rue et qui un jour décident de passer à l'acte pour manifester leurs états d'âme ou pour appeler au secours ou pour exposer leur situation et parfois satisfaire leur ego. En organisant son propre cloisonnement au fond de cette classe, Eric Schmitt avait façonné les conditions de sa mort, comme en témoigne l'un de ses derniers écrits retrouvés dans un carnet de notes près du corps. Mort, je le suis. Il fallait l'être. Je m'y suis préparé.